bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Aparté. Et aujourd'hui je suis avec Mathieu qui va nous rejoindre parmi les podcasteurs, donc tu vas pouvoir l'écouter dans le prochain podcast. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater son premier podcast. Bonjour Mathieu et bienvenue dans le podcast. Bonjour et merci de m'avoir invité. Ah bah écoute Dora, tu vas nous éclairer de tes lumières parce que tu travailles pour un cloud provider. C'est ça. Et on va en parler aussi. D'accord, bah super. Alors, la première question que je vais te poser, c'est puisque on ne te connaît pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est un petit peu ton parcours? Oui, alors je m'appelle Mathieu Corbin. Et donc, comme tu l'as dit, je travaille chez Exoscale, qui est un cloud provider européen, où je suis en charge d'une équipe qui travaille au développement des produits cloud. Donc, je fais principalement du développement, mais appliqué à des produits d'infrastructure. Si je devais donner quelques exemples, par exemple, ce serait notre offre, par exemple, Kubernetes Manager, ou notre offre Load Balancer, sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette dernière année. Donc, c'est ce type de produit sur lequel je travaille. Et je suis Exoscale depuis 3 ans maintenant. Avant ça, j'ai fait quelques années comme administrateur système, mais j'ai toujours été intéressé finalement par les deux mondes, Dev et Ops. J'ai toujours, quand j'étais admin 6, codé de mon côté ou fait de l'administration système quand j'étais développeur. Et finalement, travailler chez un cloud provider, ça me permet de concilier les deux, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est du développement, mais pour de l'infra, et donc c'est super intéressant. Je m'intéresse également beaucoup à l'architecture en général, au système distribué, au monitoring. J'essaie toujours d'avoir une vision globale sur les technologies ou les produits sur lesquels je travaille. Et j'ai écrit et je maintiens également un certain nombre de projets open source. Et j'ai aussi un blog où je poste de temps en temps quelques articles. Donc voilà pour moi. On mettra l'adresse de ton blog, je crois, en description. Super. Puisque tu écris quelques articles sympathiques quand même. Merci beaucoup. J'ai quelques questions un petit peu standards que je pose à tous mes invités. Alors la première, c'est quelle est ta définition du DevOps? Alors le DevOps, pour moi, c'est assez simple. La définition, c'est tout simplement faire travailler les gens ensemble. C'est un terme qui a beaucoup été utilisé pour du marketing notamment, qui a été déformé, je trouve, alors qu'au final, pour moi, le DevOps, c'est vraiment ça, c'est faire travailler des équipes ensemble, des équipes Dev, des équipes Ops et même d'autres équipes. Et c'est tout finalement. Pour moi, ça va pas plus loin dans le sens où après on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de pratiques d'automatisation, des développeurs autonomes sur leurs applications qui peuvent même être d'astreinte, par exemple en production sur leurs applications. C'est le cas par exemple avec Exoscale, d'intégration continue, de monitoring, de toutes sortes de pratiques. Après, je sais pas si le terme DevOps englobe tout ça. Je dirais que ça dépend des personnes. Certains vont dire tout ça, ça fait partie du DevOps. Certaines personnes vont dire non. C'est parce qu'aujourd'hui on peut un peu mettre quelque part tout et n'importe quoi dans ce terme, et voilà, moi je reste à la définition de faire travailler des gens ensemble dans le but de sortir des projets, des produits qui tiennent la route dans les délais et de qualité. Et justement, tu nous as dit que tu étais admin 6 avant, et est-ce que c'est quand tu étais admin 6 que tu as rencontré le DevOps? Est-ce que c'est plus ancien que ça? Est-ce que c'est plus récent que ça? Alors moi je suis assez jeune, et en fait quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi en 2015 en tant qu'administrateur système, c'était déjà là en fait, le DevOps, on parlait déjà de DevOps. Ma première mission, je faisais de l'Ansible, de la mise en place de pipeline d'intégration et de déploiement continu. Voilà, toutes ces bonnes pratiques finalement qu'on peut plus ou moins lier au DevOps étaient déjà présentes, et j'ai toujours connu ça. C'est assez marrant parce que c'est vrai que d'autres podcasteurs qui avaient plus d'expérience n'avaient pas forcément cette réponse, mais moi je fais peut-être partie d'une génération qui a finalement toujours connu ce terme. Ouais, c'est vrai que moi je fais partie des personnes qui sont arrivées avant le DevOps. Oui, j'ai commencé à travailler en 2000, et donc... Ouais, c'est pas mon cas, ouais, voilà, t'as 15 ans d'expérience de plus que moi, et forcément ça se ressent, et en effet, pour moi ça a toujours été là finalement. Du coup, je te demande pas comment est-ce que ça a changé ta vie, mais par contre, je peux te demander
Est-ce que c'est pas trop dur finalement de rentrer dans un milieu comme l'administration système avec tout ce qu'on a aujourd'hui, parce que entre il y a 15 ans et maintenant, il y a quand même beaucoup de choses, surtout si tu fais du cloud en plus. Oui. Du coup, tu as l'administration système, l'administration cloud qui viennent se percuter et qui demandent quand même beaucoup de connaissances. Ça peut être un problème en effet. Alors moi ça a été parce que j'ai pris les choses morceau par morceau, on va dire, à l'époque, parce que c'était pas encore, il y avait pas encore Kubernetes par exemple, il y avait pas encore les conteneurs, ça commençait à apparaître, mais c'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc finalement c'était je travaillais avec Ansible, des outils comme ça, enfin Jenkins ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on rajoute toutes les stacks conteneurs, cloud, les Terraform, etc., enfin tout l'outillage, ça fait beaucoup de choses. Et ça peut être impressionnant en effet pour un junior. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la veille également sur ça, parce qu'en effet, c'est très compliqué de se tenir à niveau parce que les choses vont très vite. Et même maintenant, après 6 ans d'expérience, les choses continuent d'aller très très vite. J'ai mentionné Kubernetes, mais c'est un écosystème qui va mais à toute vitesse. Et c'est très compliqué de suivre en effet, et c'est peut-être même un problème aujourd'hui de l'administration système, c'est que ça va tellement vite que des fois je me dis qu'on devrait peut-être ralentir, se poser, faire un peu le tri de ce qui est finalement utile, pas utile, ce qui fait partie des, on va dire, ce qui est juste de la hype, ou s'il y a vraiment des intérêts derrière certaines technologies, parce que des fois en fait de toute façon on peut pas tout suivre, c'est impossible, et je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel finalement. Et c'est pas facile, mais en effet, il faudrait éviter, je pense, de se laisser, on va dire, embourber dans tout ça, sinon on passe notre temps à tester des technologies finalement, vu qu'il y en a tout le temps des nouvelles. On peut avoir le même travers que les développeurs, tester la nouvelle technologie à la hype. Le nouveau framework, c'est ça, le nouveau framework JavaScript aujourd'hui, il y a la même chose côté infra, il y a le nouvel outil de monitoring, le nouvel outil de déploiement, etc., etc. Donc faut faire un peu attention à ça en effet. Certains ont un intérêt, mais parfois je doute. Ouais, m'en parle pas, j'évolue dans l'écosystème Node depuis quelques années pour mes missions, c'est de plus en plus récurrent. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses, Node.js, React, Nuxt.js, etc., le SSR. Et là, je me dis, mais Node, mais c'est un vrai panier de crabes, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Et ouais. Puis, après, tu dois aller sur Java, sur PHP, Python, enfin... Bref. Est-ce que, du coup, tu penses pas que... finalement, on devrait se spécialiser et ne pas tout faire. Finalement, l'administrateur système, il devrait travailler avec l'administrateur cloud et tous les deux, main dans la main, pouvoir faire les images serveurs et puis l'un qu'on soit complètement l'architecture cloud et l'autre qu'on soit les images serveurs. Enfin, ce genre de coopération entre profils. Je pense que c'est obligatoire. Si je prends l'exemple, par exemple, d'où je travaille, on va avoir des spécialisations parce qu'un ingénieur réseau, un administrateur système, on va dire orienté réseau, sur des points va avoir besoin de compétences très précises et très développées sur le réseau. Des administrateurs système plus typés stockage, ça va être différent. Alors bien sûr, il y a toujours de l'overlap, on va dire, les sujets se marchent un peu dessus, mais il y a quand même des spécialités dans l'administration système aujourd'hui. On a des administrateurs système qui sont capables qui connaissent très bien Linux et qui vont être capables, par exemple, de construire des distributions Linux, patcher le kernel ou des choses comme ça. D'autres qui vont travailler sur des outils peut-être un peu plus haut niveau. C'est en effet, je pense que tu as raison. On va quand même avoir des spécialisations. C'est assez obligatoire, je pense, quand on voit la masse de technologies et surtout la masse de sous-domaines qu'on peut finalement dans l'administration système. Après, c'est toujours bien d'avoir une vue d'ensemble. Sans être un expert réseau, par exemple, c'est bien de connaître les différents protocoles, voir comment ça fonctionne. Et sans être un expert kernel, c'est bien d'avoir 2-3 notions. Donc je pense que c'est ça finalement l'objectif, et c'est ça mon objectif. C'est d'avoir quand même une vue globale des technologies, des différentes choses, que ce soit côté dev ou côté ops. Et après, je me spécialise bien sûr dans quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est impossible que quelqu'un fasse tout, que ce soit côté dev ou côté ops. Et notamment côté Ops, parce que on parle beaucoup d'Ops chez les compagnons du DevOps, mais moi je le vois en tout cas à Exoscale, il y a des spécialisations. Ouais, c'est vrai que je m'adresse avant tout aux Ops parce que je suis un Ops, je suis devenu un Ops. J'étais un dev au début de ma carrière, mais on a quelques développeurs quand même qui nous rejoignent de plus en plus, je trouve. Donc c'est pas mal de pouvoir échanger avec eux parce que pour moi le mouvement il est transverse en fait. En effet, il est né chez les Ops, mais
comme tu le disais tout à l'heure, c'est la coopération entre les deux mondes, et du coup il est transverse, il doit devenir transverse. Ça m'amène à une autre question. Chez vous, chez Exoscale, comment est-ce que vous vivez le DevOps? Comment est-ce que finalement ça transpire dans vos méthodes de travail? Alors, chez Exoscale, déjà que lorsqu'on construit un projet, si je peux sortir un projet qu'on a release aujourd'hui, dont j'ai parlé juste avant, c'est notre offre Kubernetes Manager. C'est des projets où le besoin finalement et la façon dont on va architecturer le projet vont être définis par les devs et par les ops. C'est-à-dire c'est pas les ops qui vont dire on va faire comme ça, ou les devs qui disent on va faire comme ça, ou l'équipe front-end qui va dire ça va être comme ça. C'est déjà des décisions communes avec un document commun, on va dire, qui va expliquer les différents choix, parce qu'on est tous en remote quasiment, un peu partout dans le monde, donc il y a aussi une manière de travailler, on va dire, assez particulière. Donc déjà la conception du produit, on implique tous les parties. Parce que c'est important que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on veut et comment finalement on va y arriver. Ensuite, lorsqu'on démarre, on va bien sûr travailler ensemble. Alors les ops vont se concentrer plus sur des sujets peut-être ops et les devs sur du développement, mais il y a toujours de la communication entre les équipes bien sûr. Pour suivre l'avancement d'un côté ou de l'autre, le but c'est de ne pas arriver dans un état où par exemple il y a un prérequis ops qui est bloquant ou un prérequis dev qui est bloquant pour les ops. Enfin bref, de se retrouver coincé. Donc il y a une communication permanente entre les équipes et il y a certains profils qui sont même un peu entre les deux. C'est mon cas où je suis capable d'aller un peu même côté dev, côté ops sans problème. Et également, c'est les développeurs qui sont responsables de leurs applications à la fin. C'est-à-dire que c'est les développeurs qui sont d'astreinte sur leurs applications, qui vont gérer le cycle de vie de l'application, du développement à la production. C'est-à-dire que c'est pas un ops qui va dire tu peux déployer en prod. Les devs sont autonomes sur ça. Alors les ops vont fournir de l'outillage, bien sûr, pour réaliser cela. Les ops travaillent sur notre plateforme d'intégration continue. Alors, on travaille aussi dessus, mais les ops nous mettent en place de l'outillage et nous on écrit nos pipelines et nous on déploie nos applications. On écrit nos propres alertes également. Comme ça, ce qu'on va recevoir la nuit s'il y a des problèmes en fait. Et c'est les devs qui sont autonomes de A à Z. Et de la même façon côté ops, ça va travailler un peu comme ça où les ops vont travailler de leur côté, mais toujours en interaction avec les développeurs bien sûr. Et voilà, je sais pas si tu as d'autres questions sur ce sujet, mais c'est à peu près comme ça qu'on travaille. Le but c'est de communiquer, si je devais conclure, communiquer, toujours travailler ensemble, mais être responsable. C'est aussi ça, je pense, le DevOps, c'est être responsable de ce qu'on produit, que ça soit côté dev ou côté ops. Et donc, quand il y a des problèmes, c'est à nous, qu'on soit dev ou ops, de les résoudre. On remet pas le problème sur un ops parce que c'est l'ops qui doit gérer la prod, par exemple, alors que c'est le dev qui a écrit le programme. Ouais. Moi, je me demande toujours comment ça marche justement chez les cloud providers, parce que les devs qui travaillent dans les cloud providers, finalement, ils automatisent aussi en partie de l'infrastructure. Donc, je me dis que tout le monde finalement est très proche de l'infra. Ce qui est peut-être un peu différent des SaaS, et encore que vous devez avoir des applications pour gérer, je pense, votre panel. Je me suis jamais connecté chez vous, donc. On a même du SaaS interne finalement. Par exemple, on a des plateformes d'administration pour gérer la facturation, les clients, des choses comme ça, qui sont pas visibles au public, bien sûr. Et bien sûr, il y a aussi toute la partie front-end également. Oui, il y a beaucoup de choses côté front pour bien sûr interagir avec la plateforme. Et en effet, il y a des développeurs, comme je l'ai dit, qui vont avoir un peu la double casquette, parce que c'est un peu obligatoire dans le sens où quand on développe par exemple une offre Kubernetes, ou quand on développe l'orchestrateur, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour piloter des load balancers, il n'y a pas le choix finalement que d'avoir des notions de réseau, des notions de système, etc. parce qu'on va piloter des composants système et réseau finalement. Après, c'est pas forcément le cas de tous les développeurs. Certains sont un peu moins on va dire polyvalent, mais finalement on s'en sort toujours bien parce que les choses sont quand même assez bien documentées, et finalement même quelqu'un on a déjà eu des gens qui nous ont rejoints et qui n'avaient pas d'expérience, des développeurs qui n'avaient pas d'expérience ops. Je pense notamment à une personne qui nous a rejoint juste avant le début de notre offre Kubernetes et qui a eu aucun problème à monter en compétences. On a fait aussi des formations, bien sûr. La formation est bien sûr très importante, mais il y a aucun problème pour moi à faire monter les gens en compétences à un niveau où les gens peuvent être autonomes sans être experts. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas d'être expert. Moi je suis pas un expert réseau, je suis pas un expert système, mais je connais les protocoles et je sais pour mon produit comment ça va fonctionner finalement.
Oui, puis j'imagine que tu as des gens à qui tu peux parler quand tu commences à bloquer. Exactement, on revient sur la communication, mais c'est super important de communiquer, de pas se retrouver coincé, et de toute façon, ça va arriver. Des problématiques réseau, ce genre de produit, il y en a tout le temps, et moi je sais que sans expert réseau, j'aurais beaucoup de mal à avancer, et c'est en effet les experts sur les sujets, ça peut être kernel, réseau, stockage, etc., qui nous donnent de l'information et qui nous aident à avancer, et qui nous aident même à trouver des solutions finalement. Parce que des fois ça implique des connaissances assez pointues que nous, développeurs, on n'a pas forcément. Alors du coup, je vais pousser un peu la question. Vous êtes organisé comment? Est-ce que vous avez des équipes produits pluridisciplinaires? Je pense que tu dois le savoir, moi je suis très équipe produit pluridisciplinaire, c'est-à-dire mélanger les devs et les ops dans la même équipe et qui gère un produit du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous avez ou est-ce que vous êtes organisé encore différemment? Alors, on faisait ça à une époque, et on a réorganisé ça il y a pas si longtemps que ça. Alors, on a plusieurs équipes qui maintiennent en effet des produits du début à la fin, mais généralement c'est des équipes composées que de devs, alors avec certains devs qui ont, on va dire, un côté ops bien sûr, ou des équipes que ops, et on va plus faire des réunions régulières entre équipes ou des choses comme ça. Alors, au final, on peut dire, on n'est pas très gros, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. On n'a pas, voilà, dans mon équipe à moi par exemple, il n'y a pas vraiment de profil ops identifié, mais par contre on est en contact permanent avec les ops qui gèrent les clusters Kubernetes, etc. Parce que je pense qu'on est encore assez petit pour pouvoir vraiment communiquer très très rapidement entre équipes. Voilà, si quelqu'un a besoin d'un coup de main sur un truc, on ping un ops d'une autre équipe, on lui pose une question, il y a le retour direct. On est vraiment pas nombreux, donc on travaille de cette façon. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas vraiment d'ops, par exemple, dans une équipe dev, ou de dev dans les équipes ops. Et finalement, ça marche assez bien, parce que, comme je l'ai dit, l'outillage est là pour pousser les projets en production. Les devs sont autonomes sur toute la partie, vraiment, déploiement, production, métrique, etc. Enfin, on a quand même un certain nombre de bonnes pratiques mises en place. Et ensuite, on a toujours des ops qui vont intervenir ponctuellement, ou même moins ponctuellement, parfois, qui vont beaucoup travailler sur les projets. Mais l'équipe en elle-même n'a pas forcément de profil ops. Tu dis que vous êtes pas nombreux, mais vous êtes combien finalement? On doit être une 30aine aujourd'hui en tout, à Exoscale. Dans mon équipe, on est 5 personnes par exemple. Donc voilà, c'est des petites équipes. On n'est pas si nombreux que ça en effet. Mais alors, je me pose la question... je dérive un petit peu parce que j'ai d'autres questions pas de problème. sur le DevOps. Mais là c'est purement par intérêt. Vous gérez vous-même vos data centers ou vous appuyez sur des data centers fournis par d'autres? On s'appuie sur des data centers fournis par d'autres, par exemple Equinix. Alors par contre, c'est notre matériel physique, nos racks, etc. On loue un bout du DC. Donc c'est vraiment notre matériel physique de A à Z. C'est nous qui choisissons les composants, on est en contact avec les fabricants de racks ou autres. Enfin bref, pour l'architecture. Mais après, en effet, on va travailler avec, par exemple, Equinix ou des choses comme ça pour louer, on va dire, des salles. Et c'est pas notre propre data center. On a 6 zones aujourd'hui. En effet, c'est documenté sur notre site web. Chaque data center a sa fiche, on va dire. C'est pas nos data centers à nous, on est dans des data centers chez Equinix ou A1 Digital par exemple. Ouais, c'est intéressant parce que du coup vous faites confiance à des fournisseurs physiques, on va dire, qui fournit les data centers et les flux, et vous vous occupez de toute la partie logicielle au-dessus avec le choix des matériaux. C'est ça, en sachant que, comme je l'ai dit, on s'occupe aussi du choix et des racks ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas, par exemple, louer une machine physique toute faite. On va acheter du matériel, le faire livrer, le monter, etc. Mais en effet, c'est dans un data center qui n'est pas à nous. Ouais, vous louez des baies vides en fait. Voilà. Après, j'ai pas le détail de comment ça se marche, mais voilà, il y a une salle vide et des gens vont aller monter des trucs dedans. Ah, c'est intéressant. Alors, je suis moins proche du matériel que mon collègue chez Hydra, mais c'est un truc qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut organiser des cloud providers? Je pense qu'on pourra en discuter plus longuement. Pourquoi pas? Ouais. Peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode là-dessus. Par contre, j'ai une autre question pour toi. Alors, t'es un peu jeune, du coup, mais peut-être que tu vas pouvoir nous raconter un petit problème que tu as vu dans ta carrière.
et que tu as pu voir être amélioré par le DevOps. Et surtout, comment est-ce que vous avez amélioré ce problème-là? Alors, un problème que j'ai vu dans ma carrière, alors il faut savoir que ma première expérience professionnelle, j'en ai une bien, je pense que j'en ai une bonne. C'était ma première expérience, et je maintenais le Jenkins d'une énorme entreprise, une entreprise connue par tous les Français. Et c'était un Jenkins où il y avait des centaines de développeurs dessus, et plus personne n'osait mettre à jour ce Jenkins. Il y avait 1 million de plugins, 1 million de jobs écrits depuis des années. Il tournait avec une très vieille version, et c'était le truc où il tombait 1 heure, ça mettait 300 personnes au chômage. C'était très très sensible, et mon job c'était de maintenir ce truc-là. Voilà, il était déjà là quand je suis arrivé. Et je pense que ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a monté toute une infrastructure sur de l'OpenStack et avec de l'Ansible, de Jenkins à la demande, et on a migré tous les projets. On a laissé ce Jenkins, on va dire, historique dans son coin, et on a migré projet par projet les projets dans des Jenkins complètement managés, où le projet pouvait, en gros, on lançait un playbook Ansible, le projet fournissait un YAML avec la liste de plugins qu'il voulait, 2-3 configurations, des URL Git, et hop, on déployait du Jenkins à la demande comme ça. C'était reproductible, reconstructible en cas de panne. Et finalement, ça nous a permis de monter une version Jenkins, d'avoir chaque projet qui avait sa plateforme d'intégration continue à la demande, et de laisser tomber ce projet énorme qui n'était plus maintenable. Et ça, je pense que ça rentre vraiment dans le cadre DevOps, le fait d'avoir finalement de l'infrastructure as a service pour les projets, qui étaient complètement autonomes sur leurs instances, mais nous on gérait le fait de pouvoir reproduire à tout moment, redéployer le Jenkins, on va dire, très facilement. Et je pense que ça a été vraiment un de mes premiers projets où j'ai mis en place où j'ai appliqué, on va dire, les techniques modernes d'administration système, on peut dire, l'automatisation, l'infrastructure un peu immuable, reproductible, ou des choses comme ça. Et ça a aidé beaucoup de gens, parce que voilà, comme je l'ai dit, on parlait de centaines de développeurs, et j'étais vraiment assez content de ça à l'époque. Bien. J'ai pas bien saisi votre OpenStack, vous l'aviez monté juste pour ça? Ah non, c'était un OpenStack partagé qui était déjà là. En effet, il y avait un cloud interne dans l'entreprise. En effet, non, on n'a pas monté juste l'OpenStack pour ça, mais il y avait une équipe qui gérait un OpenStack, qui était à la disposition des projets, et on s'est appuyé dessus parce que voilà, on n'avait pas le droit d'aller sur des clouds publics de toute façon, et on était sur du cloud privé. Et on s'est appuyé sur cet OpenStack pour faire tout un environnement, voilà, de Jenkins à la demande en fait. Finalement, c'était du Jenkins as a service pour les projets. De toute façon, OpenStack pour ce genre de projet, c'est parfaitement adapté. Il n'y a pas besoin non plus d'aller sortir l'artillerie lourde. C'est ça, on voulait de la machine virtuelle surtout. On voulait des machines, des templates, et puis éventuellement du réseau privé, mais c'est tout. On n'a pas des gros besoins finalement. Bon, bah écoute, on va arriver à la fin, je pense, du podcast. Je vais finir par la petite question rituelle que je pose tout le temps. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs ou auditrices? Oui, alors j'ai un livre que je recommande à tout développeur ou Ops. C'est un livre qui peut se lire par les deux types de profils, on peut dire. C'est Designing Data Intensive Applications. C'est un livre super intéressant qui est écrit par un chercheur en système distribué qui a aussi travaillé de mémoire chez LinkedIn. Il s'appelle Martin Kleppmann. Et le livre va parler de l'implémentation de bases de données. Il va partir des formats, on va dire, de structures de données dans les bases de données, les différents types de bases de données, donc orientées colonnes, SQL, etc., les différentes manières de query des bases de données. Et peu à peu, il va monter dans les couches. Donc, il va parler de systèmes distribués, d'architecture distribuée, de réplication, et ensuite de stream processing, de batch processing. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui part vraiment de la base des structures de données dans des bases de données, sur comment ça marche une base de données, et qui va peu à peu remonter et parler de choses beaucoup plus génériques. Donc je me répète un peu, mais finalement, comment avoir des infrastructures tolérantes aux pannes, quels sont les problèmes qu'on peut avoir au niveau système distribué, de consensus, de réplication, etc. Et c'est vraiment un super bouquin, et pour moi c'est le meilleur bouquin tech que j'ai lu, on va dire, de toute ma carrière. Voilà, si j'en avais un à conseiller, ce serait celui-là. Eh ben merci, je vais aller le récupérer, et puis je mettrai le lien aussi dans la description du podcast. Merci d'avoir écouté Radio DevOps.
N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.